Amandine, bonjour. Bonjour Déborah. Tu es maman de 3 enfants, dont une enfant de 18 ans qui a une maladie génétique. Tu as 2 autres enfants, un de 8 ans et un de 16 mois, et tu es maman solo, c'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Étant donné que tu as une enfant qui a une maladie génétique, parle-nous de la maladie de ton enfant. Donc on peut dire que tu es aidante au quotidien parce que tu es aussi une maman solo, donc ça doit être très compliqué. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, tout à fait. Je suis l'aidante de ma fille aînée. Ça va faire 18 ans à la fin du mois. C'est un long parcours. J'ai eu ma fille après 18 mois de décès et on était très contents avec son papa. J'ai eu une grossesse un petit peu compliquée parce que je fais toujours des nausées gravidiques quand je suis enceinte. Enfin, est arrivée ma fille, donc tous les examens étaient ok, tout allait bien. Quand elle a eu 2 mois à la maison, elle s'est mise à convulser dans sa petite coque. Donc on est vite parti aux urgences et puis finalement on n'a jamais vraiment quitté les hôpitaux. Donc après plusieurs examens, il s'est avéré que Meryl elle a ce qu'on appelle un syndrome d'écardie. Donc c'est une maladie génétique qui ne touche que les petites filles, que c'est situé sur le X. Donc je crois qu'il y a eu un cas avec un garçon, mais parce qu'il avait XY. Enfin, déjà là, il avait une anomalie. Donc ça touche que les petites filles et puis il y a pas beaucoup de cas recensés. Ça dépend des années. Des fois ils disent 400, des fois ils disent 500. En sachant qu'il y a plein de pays où c'est des enfants qui ne sont pas détectés, donc ils pensent qu'il y a environ dans le monde 4000 cas à peu près. Donc on peut dire que c'est une maladie rare. Oui, c'est rare. Oui, c'est rare. En France, je crois qu'il doit y en avoir une trentaine de petites filles et femmes, puisque l'espérance de vie de nos enfants en situation de polyhandicap augmente grâce à la médecine et à l'accès aux soins que nous avons. Étant donné que c'est une maladie rare, est-ce que ça a été découvert très vite ou au contraire, est-ce que ça a été une errance médicale compliquée? On a eu un diagnostic assez rapide parce qu'en fait, c'est une maladie où souvent au niveau de la rétine, il y a des choses qui sont vraiment ciblées pour cette maladie-là, tu vois. Elle a comme des taches, on va dire, particulières autour de la rétine, au fond d'œil. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent au syndrome d'écardie. Et en fait, le syndrome d'écardie, c'est aussi une analgésie partielle ou complète du corps calleux. Donc une partie du cerveau. Donc c'est des choses qu'à l'imagerie on peut vite trouver en fait. Et puis aussi dans le cas de Meryl et dans la majorité des cas des petites filles qui ont un syndrome d'écardie, il y a l'épilepsie qui vient se greffer malheureusement, souvent pharmacorésistante. Donc on se retrouve avec des enfants qui ont des épilepsies très graves, qui abîment beaucoup le cerveau et qui résistent aux médicaments. Donc Meryl par exemple, elle a un traitement très lourd quotidien. Et par exemple, c'est quelque chose qui peut pas, j'imagine, être décelé pendant la grossesse. Normalement, si. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, mais comme après, moi, j'ai des grossesses qui ont été particulièrement suivies. C'est une spécialiste des échographies qui me faisait les échographies. Et à la dernière échographie pour mon fils, c'est la première fois que je demandais, d'ailleurs, je lui ai demandé est-ce que la malformation de ma fille aînée aurait pu être vue pendant ma grossesse et elle m'a dit normalement oui, ça aurait dû être vu. Donc des fois je me dis si ça a pas été vu, c'est que ça devait pas l'être et puis c'est comme ça. Oui. On peut pas refaire l'histoire quoi. Non, après on peut que aimer nos enfants et voilà. Avancer avec ça. À quel âge on s'est rendu compte qu'elle avait cette maladie? Est-ce que quand elle est née, par exemple, il y avait des prémices qui se faisaient dire qu'il y avait quelque chose qui clochait? Parce que parfois, en tant que maman, on peut avoir un instinct ou pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'on pouvait voir qu'il se passait quelque chose lorsqu'elle est née? Alors moi, en plus de formation, tu sais, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc pour le coup, les bébés, les enfants, tout ça, j'étais assez alerte. Et c'est vrai que après, avec le recul, j'avais une petite fille qui pleurait beaucoup. Tu vois, il fallait tout le temps qu'elle soit dans les bras, elle pleurait énormément. Est-ce que c'était des prémices de ça? Je ne sais pas. En tout cas, elle avait un développement tout à fait normal. Il y a quelques années en arrière, par exemple, un bébé qui pleurait beaucoup, on aurait dit, il fait des caprices, c'est pas Oui. À l'heure d'aujourd'hui, on peut comprendre que, en général, un bébé, il pleure pas pour rien. C'est peut-être effectivement qu'il a quelque chose qui va pas, ou alors parfois de l'affection qu'il aurait besoin, mais un bébé il pleure jamais pour rien en fait. Ça peut être juste affectif. Parfois il y a des bébés qui ont ce besoin d'être avec la maman,
Mais un bébé, ça ne pleure pas pour rien, donc c'est important à savoir. Tu vois, même pour l'endormir, mais ça prenait une éternité. Il fallait qu'elle soit en position verticale. Ah Donc c'est oui, vrai qu'au début, on se disait, bah, un reflux oui, probablement, mais c'est vrai qu'avec eh le oui, recul maintenant, tu vois, tu te dis, bah, est-ce qu'elle était déjà inconfortable? Est-ce qu'il y avait déjà des choses qu'on ne voyait pas? Et puis tu sais, l'épilepsie, ça se manifeste de tellement de façons différentes. En général, les gens, ils imaginent tout de suite que des convulsions, tu oui, vois, quelque chose, tu sais, c'est à cause des films, tout ça, on oui, s'imagine oui. ça, mais en fait, il y a plein de choses. Ça peut être, Dans l'inconscient, épilepsie, c'est une crise de convulsion en fait. les convulsions, ça peut se manifester par, des odeurs, des goûts, par une absence. Tu vois? Tu peux avoir quelqu'un qui est là et puis tu as l'impression qu'il déconnecte pendant quelques, secondes, il est dans ses rêves et en fait, il vient de faire une crise d'épilepsie. Il y a Ah oui. il y a tonique, atonique, tonico-clonique, tu vois? Franchement, je pense qu'en plus Meryl avec, parce qu'en fait, elle est née avec un syndrome de West, enfin d'épilepsie, Mhm. qui a évolué négativement vers, un syndrome de Lennox, qui est une épilepsie qui va regrouper plusieurs types de crises et pour le coup, enfin, je pense qu'elle m'a fait toutes les crises possibles et inimaginables, Pour le syndrome de West, il y a des gens qui ne connaissent pas. Effectivement, je sais que par exemple pour le syndrome de West, ben, il y a l'épilepsie, mais parfois ils peuvent pas pouvoir parler, ne pas pouvoir marcher. Est-ce que c'est un petit peu tout ce qui se passe pour ta fille en fait? Ah oui, en fait, par exemple, souvent je dis que Meryl était moins, handicapée physiquement quand elle avait 2 ans que maintenant qu'elle va en avoir 18. Parce qu'en fait, c'est tellement, violent au niveau du cerveau, tu sais, c'est des décharges d'électricité en fait, hein, que ça abîme le développement, le cerveau et ils peuvent avoir des grosses phases de régression. Des fois, il y a des enfants qui arrivent à récupérer, des fois non. En fait, c'est vraiment, quelque chose de terrible, hein. Meryl, quand elle était petite, elle se servait de ses bras. Aujourd'hui, plus du tout. Ce sont des maladies où tu fais constamment des deuils. Des fois, du jour au lendemain, tu fais le deuil de la petite fille que tu avais hier, Hmm. tu vois? Ouais, c'est dur, Donc, hein. ouais, c'est dur, c'est dur. Bah, malheureusement, comme, il y a pas beaucoup de cas et que c'est très personnel la façon dont tu le vis, bah, même si tu es entouré, tu te sens très, très seul. En tant que maman, parfois on culpabilise pour tout et rien, hein. Mais là, j'imagine que parfois tu dois culpabiliser de pas arriver à ceci ou de pas pouvoir faire cela. Ça doit être compliqué, surtout que tu es seule. S'occuper d'un enfant handicapé qu'à quelques mois et s'occuper d'un enfant handicapé qu'à 18 ans, ça n'a pas la même envergure. La porter, la changer, mettre des couches à un enfant qui n'est plus un enfant, c'est compliqué comme ça. Parce que je suppose qu'elle porte des couches. Oui, oui, oui et tu vois, quand je suis tombée enceinte, de mon dernier, les gens ils me disaient: «Ah bah, tu parce que bon, j'ai plus de 40 ans et les gens Ça me se disaient: voit «Ah, pas. tu courageuse de repartir dans les couches», mais en fait, moi, je ne les ai, jamais quittées, quoi et il y a encore pas longtemps, j'arrivais à la porter, physiquement. Maintenant, elle a eu une opération très lourde l'année dernière pour le dos, une arthrodèse, ça s'appelle. Ils mettent des tiges, dans la colonne vertébrale parce qu'elle avait une colonne vertébrale, très déformée et depuis, je ne la porte plus. J'utilise un lève-personne à la maison donc ça, c'est plein d'étapes, en fait. Quand elle est bébé, elle est dans une poussette. Faut accepter, après, bah, de devoir la mettre en fauteuil roulant. Après, faut Eh oui. accepter de plus être, capable de la porter. Faut accepter de ne plus pouvoir l'emmener moi en vacances parce que, bah, je suis plus en mesure, bah, de la porter dans la piscine, de faire des choses avec elle. Je te dis, en fait, c'est 18 ans de deuil de plein de choses. Étant donné qu'elle régresse un petit peu, qu'elle a du mal, est-ce qu'il y a une communication quand même qui s'installe avec toi, une sorte de façon de communiquer ou vraiment tu la sens comme malheureusement une coquille vide où tu n'arrives plus à communiquer? Nous, on a une petite fille qui est, très présente. En fait, moi, des fois, je me dis, c'est une jeune fille, bon, forcément, elle n'a pas un développement intellectuel, normal. Ça n'empêche pas les sensations d'amour et d'avoir envie aussi de communiquer qui doit être très frustrant pour elle parce que je crois, en tout cas, la maladie, tu la connais mieux que moi, hein, mais je crois qu'elle est consciente parfois de certaines choses, peut-être pas de tout, mais parfois elle doit avoir une sorte de frustration, surtout arrivée à l'adolescence avec les hormones et les choses comme ça. Ouais, ouais, il y a plein de choses qui ont changé. En tout cas, Meryl, elle est très, très présente. On arrive à communiquer avec des pictogrammes, sur des questions fermées, oui, non. Elle regarde avec, les yeux elle ne parle pas. Et puis, elle cherche beaucoup du regard. Et en fait, on avait fait des tests avec la psychologue, du centre et en fait, Meryl arrive très, très bien à se repérer, dans l'espace. Elle reconnaît très, très bien les personnes. Elle sait manifester quand elle aime pas, si ça va bien, si ça va pas. Tu vois, par exemple, le soir, notre petit rituel, elle vient toujours dans la cuisine avec moi pour faire à manger. Et si je ne la prends pas, elle m'interpelle, tu vois, elle va crier. La nuit, si elle n'arrive pas à dormir, je lui mets des dessins animés dans sa chambre. Et quand c'est fini, elle m'appelle, quoi. Elle crie, ouais, bah c'est fini, cocotte, tu m'en mets un autre. Tu racontes ça d'un naturel tellement comme si tout était normal, mais c'est vrai que pour quelqu'un à côté, c'est
sincèrement, c'est extraordinaire. J'imagine pas le poids d'une maman. Enfin, normalement, déjà, il y a des mamans avec un petit bébé, elles ont du mal, elles sont débordées. Toi, t'as une enfant handicapée seule, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu es seule. Il y a pas le papa, il y a pas ta famille qui est là pour t'aider, et t'as aussi 2 autres enfants. Donc, comment ce quotidien-là, c'était Wonder Woman. Tu dois porter, c'est incroyable. Ouais. Après, son papa prend quand même Meryl un week-end sur 2. Heureusement. Et, la moitié des vacances scolaires. Il s'en occupe très très bien. Enfin, moi, ça, c'est ma soupape de sécurité, on va dire. Et j'imagine que tu as des peurs aussi, parce que quand on les voit grandir, on se dit, et si j'étais pas là? Et je pense que ça, on a tous cette peur en tant que maman. Mais je crois que quand on a un enfant qui est handicapé, on l'a multiplié par 10, cette peur-là. Ah, franchement, moi, je le dis tout le temps, hein, tant que ma fille est là, il peut m'arriver n'importe quoi, mais tant qu'elle est là, je suis là. Et d'ailleurs, tu vois, la dernière fois, je discutais avec une copine à moi, parce que elle, bon, tu sais, chaque parent prend et vit la chose comme Bien il sûr. peut. Et elle me disait, bah, tu te rends compte, il devrait avoir 18 ans, le permis, le bac. Donc moi, je pense pas du tout comme ça. Je suis pas dans l'imagination de ce qui aurait pu arriver, parce que je trouve que c'est trop souffrant. Et après, moi, je lui ai dit, on est quand même, je pense, les seuls parents au monde, nous parents d'enfants polyhandicapés, handicapés, à souhaiter que nos enfants partent avant nous. Même si c'est 1 heure, tu vois, même si c'est 2 minutes avant nous. Déjà, moi, en tant que maman, m'imaginer mon enfant qui n'est pas handicapé déjà, hein, qui a tout, qui va bien, de pouvoir vivre sans moi, j'ai du mal. Je me dis, qui va lui donner l'amour que je lui donne, qui va lui donner l'intention que je lui donne. Et là, avec un enfant handicapé, c'est encore plus apeurant. Il y a rien de plus logique que de penser ça, en fait. Il y a rien de plus, je pense qu'il y a rien de plus humain, même de plus normal. C'est normal. J'imagine que c'est des préoccupations. Et comment tu fais au quotidien pour arriver, à sourire, à continuer pour les autres? Comment vivent la situation tes autres enfants? Bah, en fait, c'est leur normalité, hein. Comme ils sont arrivés après, bah, pour eux, c'est normal. Et ma deuxième fille qui est arrivée presque 9 ans après ma fille aînée, j'ai toujours eu à cœur de ne pas la solliciter pour sa sœur, tu vois? Je trouvais ça important qu'elle se sente pas responsable de sa sœur malade, qu'elle puisse avoir une vie de petite fille normale. Je comprends, parce qu'à plus petite échelle, moi, je suis une maman de famille nombreuse, on va dire. Et j'ai toujours eu à cœur de pas me servir de mes grands pour s'occuper des petits. Je pense qu'un enfant, il y a un moment donné où c'est un enfant, il doit vivre sa vie d'enfant et pas une vie d'adulte trop tôt. Les responsabiliser, oui, mais leur imposer des choses, non. Donc, à plus petite échelle, évidemment, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux pas leur donner un poids qu'ils auraient pas à avoir, en fait. Ouais, exactement. Et puis tu vois, la dernière fois, je sais plus de quoi on parlait avec ma deuxième, et puis elle me dit que si elle était plus là, si j'étais plus là, elle s'occuperait de Meryl. Et je lui ai dit, bah en fait non, j'aimerais que tu n'aies pas à penser à ce genre de choses. Si un jour maman ne devait plus être là, bah déjà peut-être que son papa il serait encore là. Et si c'était pas le cas, il y a Meryl, elle irait dans un institut, tu irais voir ta sœur, tu t'assurerais que tout va bien pour elle, mais non. Mais c'est tellement touchant malgré tout ce que tu viens de dire. Ça veut dire que, tu sais, il y a des familles où parfois, les enfants, c'est assez égoïste. Un enfant, enfin pas tous, mais c'est vrai que les enfants, ils sont dans leur monde parfois. Et avec les années actuellement, on voit bien que les enfants deviennent plus personnels et égoïstes. Et d'entendre ça, malgré tout, je comprends. J'aurais répondu la même chose, mais je trouve ça beau, en fait. Ça veut dire que tu as réussi quelque chose dans ta petite famille à toi. Tu as réussi cette empathie-là. L'empathie, c'est quelque chose. Malgré tout, on peut l'apprendre, l'empathie, hein. Et je pense que tu as appris à tes enfants l'empathie. C'est beau quand même qu'elles réagissent comme ça. Parce qu'il y a d'autres enfants qui auraient une sœur handicapée qui penseraient pas du tout comme ça, hein. Qui penseraient à ses copines, à sortir, et qui auraient d'autres affaires, ou tu vois. C'est joli quand même, je trouve. Bah après, j'ai la chance d'avoir des enfants très gentils, mais vraiment, hein, je le dis pas parce que c'est les miens, mais et tu vois, même Meryl, tu vois que je suis persuadée que si elle avait pas été malade, elle aurait été d'une grande gentillesse aussi. Ça se voit dans ses yeux, je sais pas, c'est son âme, elle est belle. Enfin, après, est-ce que tous les enfants malades forcément ils ont pas l'âme abîmée, mais je les vois beaux, mes enfants. Et je sais pas, j'ai la chance d'avoir des enfants gentils. Dès la naissance, je crois qu'un enfant, il a un caractère plus ou moins gentil, prédestiné, mais je crois aussi que la vie qu'on lui apporte, ou la douceur, ou il y a des tas de choses qu'on peut leur apporter qui vont faire qu'on va amplifier leur côté empathique, ou au contraire amplifier leur côté qui n'ont pas d'empathie et qui sont plutôt pas gentils. Donc oui, je crois que les enfants parfois peuvent être gentils ou moins gentils, puisque j'en ai 5 et ils sont tous différents et je les ai élevés plus ou moins de la même façon. Mais je pense quand même que l'éducation, ça y fait quand même. Je pense que l'éducation qu'on donne à un enfant, elle amplifie des choses en lui, des choses qu'il a déjà ancrées. Souvent on dit oui, mais tous les enfants ils sont gentils.
Malheureusement, moi, j'aime les enfants. Moi, les enfants, c'est ma passion. Ouais, j'adore ça. Mais non, c'est pas vrai. Tous les enfants ne sont pas gentils. Mais après, il y a des enfants plus doux, il y a des enfants plus empathiques, il y a des enfants plus peureux, il y a des enfants. Mais après, il y a ce qu'on leur apporte aussi. Je trouve que c'est super important. Et j'ai l'impression que dans tout ça, tu leur apportes beaucoup d'amour. Ah mais moi, mes enfants, c'est toute ma vie, quoi. Et d'ailleurs, moi, je pense clairement que ma deuxième grossesse, ça m'a un peu sauvé la vie dans le sens où je disais à ma famille, à mes sœurs, que moi, demain, s'il arrivait quelque chose à ma fille aînée, enfin, je ne lui survivrais pas parce qu'en fait, j'étais tellement tout le temps avec elle. Et puis c'est vrai que Meryl, enfin, ma fille aînée, quand elle était petite, elle avait beaucoup plus de crises d'épilepsie que maintenant. Tu vois, bébé, elle avait 60 crises d'épilepsie par jour. C'est Ouf. énorme. Et du coup, on était coupés du monde, quoi. Moi, j'étais centrée sur elle, quoi. Je pense que je suis restée au moins 7 ans en tête à tête, en aparté, mère-fille, isolée, quoi, parce que il y avait qu'elle, quoi. Il n'y avait plus de vie, en fait. Tu étais plus une femme, tu étais une maman. Ah ouais, non, mais je n'existais plus, hein. Même des fois, ça revient un petit peu ça, tu vois? Parce que, bah, après c'est mes choix de vie, hein, que j'assume pleinement. J'ai 3 enfants et de 3 papas différents, On va en parler, on va en parler. C'est atypique aussi. la deuxième, ma deuxième fille voit son papa, mais le troisième, bah, n'en a pas. Des fois, je me dis: «Bah, tu es une maman. Tu n'es plus une femme, t'es une maman». Et j'ai de la chance encore, une fois parce que j'ai des copines, enfin, qui viennent à la maison parce qu'elles savent que pour moi, c'est compliqué de me déplacer. Comment on aménage son temps en étant quand même seul, hein, parce que malgré tout, effectivement, la grande, parfois, tu as un petit peu d'aide, mais au quotidien, il faut emmener les enfants à l'école, faire à manger, prendre le bain. Alors, faut savoir que moi, Meryl, elle dort, c'est aléatoire. Et oui. Donc, des fois, elle a des périodes où elle dort très bien. Déjà, elle a fait ses premières nuits, je pense, elle devait avoir un bon 8 ans et demi, 9 ans. Et après, j'ai enchaîné avec Zélie qui ne dormait pas jusqu'à 4 ans. Et là, mon fils, il a 16 mois, il dort pas non plus. Donc, c'est compliqué. Par contre, ils sont assez sympas, ma grande et le petit, parce que ils font pas la Java les mêmes nuits. On dirait qu'ils, tu sais, ils ont un accord secret. Bon, allez, ce soir. Sympa et pas sympa, parce qu'en même temps, s'ils le faisaient tous en même temps, t'aurais quelques nuits tranquilles. Mais là, du coup, c'est sport. On va en parler aussi. Tu disais justement que tes enfants avaient des papas différents. Et souvent, dans les regards des gens, dans l'inconscient des gens, oh, mon Dieu, elle a 3 enfants, 3 pères différents. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça doit être comme mère horrible. Alors que, malheureusement, parfois, la vie, quand on fait un enfant avec quelqu'un, on s'imagine pas qu'on va se séparer, en fait, sinon on le fait pas. On s'amuse pas à se dire, tiens, je vais tous les semaines, je vais aller avec un nouvel homme et refaire un nouvel enfant. Je crois que la vie, parfois, elle est pleine de surprises, et ce qui est extraordinaire avec toi, c'est que oui, tu as un enfant de père différent, mais tu es une vraie maman, en fait. Tu es une maman avant tout, qui a eu des histoires d'amour qui ont peut-être pas marché, mais et raconte-nous un petit peu comment est entré cet homme, ce deuxième papa dans ta vie. Comment t'as réussi à te projeter à refaire un enfant aussi? Je déteste le mot accident parce que je trouve ça tellement péjoratif, négatif et vilain. Mais j'avais rencontré son papa de 2 façons différentes en fait, parce que j'étais sortie avec ma sœur un soir en boîte. À l'époque, j'avais la trentaine. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu un enfant à chaque décennie, tu vois. Donc en fait, à peu près tous les 9-10 ans, tu te dis, je reprends ma vie en main, je sors, je m'occupe un peu de moi. Ouais, bah parce qu'en fait le papa de mon aîné prenait plus ma fille. Parce que les premières années, il la prenait pas trop. D'ailleurs, maintenant, c'est un super papa, il aime sa fille à la folie. Même si c'est moi qui gère tout, Oui. l'administratif, les démarches, nanana, mais C'est pas péjoratif, hein, mais pour certains hommes, pas pour tous les hommes. De devenir papa, c'est un plus long chemin que de devenir maman. Parfois, nous, on le porte, on accouche. Et pour certains papas, c'est vrai que d'apprendre à être papa, ça prend un peu plus de temps. Pour autant, c'est pas des mauvais enfin, c'est catastrophique, hein, quand t'annonces que tu vas avoir un enfant. Autant moi, j'ai compris tout de suite qu'on aura une enfant qui aurait pas une vie normale. Autant lui, pendant longtemps, elle avait 2 ans, il me disait encore, quand elle sera grande et qu'elle ira en boîte avec ses copines. Oui, il Donc, j'étais obligée refusait de lui la dire, réalité. lui, il était dans le déni. J'étais obligée de lui dire, non, tu sais, elle n'ira pas en boîte. Et il me répondait, tu sais pas. Ça a pris du temps, mais voilà. Donc après, il apprenait plus. Donc quand j'avais du temps, je sortais un petit peu. Ah oui. Voilà. Et donc j'avais rencontré le papa de ma deuxième. Il était venu me draguer en boîte et je lui avais pas donné l'heure d'ailleurs. Et en même temps, j'étais inscrite sur un site de rencontre. Tu sais, quand tu t'ennuies, je discutais et tout ça, et il était venu m'envoyer une invitation.
Et donc c'est comme ça en fait qu'on a commencé à discuter. On s'est vu et en fait je suis tombée enceinte. Je prenais la pilule. Il est taquin le destin parfois. Ouais. Bah forcément, on se connaissait à peine, donc c'était compliqué. Enfin moi, pour moi, j'étais contente. Hein. Je me suis dit bah si ça arrive dans ce cadre-là, alors que pour mon aîné, j'ai mis presque 2 ans à tomber enceinte. Et puis bah on est restés ensemble. Tout le long de la grossesse et 6 mois après la naissance, on va dire qu'on s'est séparés parce on s'entendait. Puis bah du coup, ma fille elle voit son papa une fois par mois et la moitié des vacances. J'imagine, hein, avec déjà une enfant handicapée en premier, parfois lorsqu'on a un enfant, le premier enfant, qu'il est déjà un petit peu capricieux ou casse-pied, on dit moi j'en veux plus, les enfants c'est trop compliqué. Alors se projeter 10 ans après avec un enfant handicapé, un deuxième enfant, pour le moment t'as pas eu comme un... Parce que là, je te vois rayonnante en parlant, mais j'imagine que ça doit être un choc. On doit paniquer, avoir peur aussi de, est-ce que ça va recommencer? Est-ce que je vais, la question, elle doit se poser, j'imagine. Ben, pendant toute ma grossesse, j'ai vu une psychologue Mais parce oui. que j'aimais tellement ma fille aînée Je comprends. que j'avais peur de pas l'aimer autant. De pas l'aimer autant. Ensuite, j'avais peur qu'elle soit malade et Oui. qu'il le voit pas encore parce que on m'a dit une fois oui mais la foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit. Bah malheureusement si. Et puis il existe tellement de maladies et de handicaps qu'on est à l'abri de rien à chaque grossesse en fait. Pendant toute ma grossesse, ça a été une grossesse émotionnellement compliquée. Et d'ailleurs, j'ai fait encore plus de nausées gravidiques que ma première. J'avais été hospitalisée pendant 15 jours. J'avais perdu 7 kilos en 10 jours. C'était l'horreur. Tu sais, j'ai eu 5 grossesses et j'ai été 5 fois très malade, hospitalisée. On me faisait des piqûres de Zofren, ce qu'on donne pendant les chimios. Donc le mental, il existe, mais je crois que... Et puis le corps, il se fatigue. Et puis tu as pas le même âge. Et puis il y a plein de choses. Et effectivement, mais c'est dur de revivre en plus encore une grossesse comme ça, c'est compliqué. Comment tu faisais pour passer tes journées à vomir et t'occuper de la petite? Tu as eu de l'aide à ce moment-là? En fait, j'ai tenu assez longtemps à la maison et à un moment, j'en pouvais plus. Donc, j'avais appelé le papa de mon aîné en lui disant, bah, viens, faut que j'aille absolument aux urgences. J'ai appelé une de mes nièces qui est venue garder ma fille au week-end et après, ma fille aînée est partie 2 semaines chez ma grande sœur. Le papa de ma fille a récupéré sa fille pendant 1 semaine. Donc, pendant 3 semaines, j'ai été off. J'ai une résistance physique assez impressionnante, je pense. Hein. Je suis sûre. J'ai connu, moi, les grossesses où on vomit comme ça, et c'est pas psychologique. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est psychologique. Aujourd'hui, c'est prouvé, c'est reconnu. En tout cas, il y a des femmes qui vomissent pas 3 mois, qui vomissent 9 mois, et parfois, au-delà de vomir, moi, je pouvais pas me nourrir. C'était très compliqué. On devient une loque, presque. C'est compliqué. Alors toi, j'imagine. Mais par contre. Rien à voir, mais tu as dit tout à l'heure quelque chose qui était très touchant et très beau. Tu as dit j'avais peur de pas l'aimer tellement j'aimais ma fille. Et déjà une maman, je dirais lambda, qui n'a pas d'enfant handicapé, elle le ressent ça en fait. On a toujours peur de moins aimer l'autre. Mais alors toi, c'est vrai qu'en vivant 24 heures sur 24 avec ta fille, j'imagine la peur que tu as eue, mais je tiens à témoigner de quelque chose, c'est que on remplace pas quelqu'un par quelqu'un d'autre. On agrandit chaque jour un petit peu notre cœur. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans notre cœur, le cœur il s'agrandit un petit peu et nos enfants on les aime en fait. Ah oui, bah moi franchement dès que j'ai accouché, elle a eu une arrivée assez rocambolesque, ma deuxième, puisque j'ai accouché dans la voiture. Il faut que tu écrives un livre à tout prix. Mais tu sais, des fois, mes nièces, elles me disent tout le temps, mais alors toi, t'as une vie vraiment, c'est n'importe quoi, c'est toujours plein de péripéties. Je sais pas pourquoi, depuis toujours, il m'arrive toujours des situations incongrues. Il conduisait, d'un coup, j'entends, il crie, oh la vache! Et j'ai regardé, et il y avait la tête du bébé, quoi. Oh mon Dieu. J'ai poussé, on s'est même pas arrêté. Je lui ai dit, attention, il y a un radar. Oui, là, c'est... J'ai poussé, elle est sortie et voilà quoi. Elle avait le cordon autour du cou, j'ai enlevé le cordon. Quand on est arrivé à l'hôpital, je faisais une hémorragie parce que tu sais, elle est sortie, tu sais, l'hémorragie de délivrance, elle est sortie tellement vite. Ah oui. Et quand ils sont venus pour m'endormir, pour tu sais, voir ce qui se passait. En fait, j'ai eu tellement peur de mourir parce que je venais d'avoir tellement mal et tu sais, j'étais un peu encore dans l'effet un peu de ce qui venait de se passer que tu sais, j'ai fait la folle un peu. J'ai fait ah non, ah lâchez-moi. En fait, ils m'ont piqué, je me suis endormie et puis quand je me suis réveillée, tout allait très bien. Et tu peux témoigner aujourd'hui que ta petite chounette, la deuxième, elle a pas eu de maladie. Non, elle va très très bien. Mais d'ailleurs, pendant ma grossesse, je voyais une spécialiste des échographies qui regardait le cerveau. À 8 mois de grossesse, j'ai eu une IRM de contrôle pour voir si leur cerveau
était bien formée. À combien de mois ils t'ont fait cette IRM? À 8 mois. T'imagines, à 8 mois de grossesse, Ouais. te dit, effectivement, elle a cette maladie. Où trouver la force de pas la garder? Enfin, c'est compliqué. Enfin, moi, pour moi, la décision, elle était déjà prise. Quand je vois les souffrances que subit ma fille depuis bientôt 18 ans, bah, tu vois, ça m'émeut de le dire. Enfin bref, quand je vois les souffrances, les tonnes de médicaments, les douleurs, l'incapacité, enfin, ça aurait été horrible. Ça aurait été peut-être que ça aurait été un deuil Bien sûr. qu'on ne peut pas faire certainement, mais je n'aurais pas infligé ça par manque de courage ou par égoïsme à un autre enfant. En voyant ton émotion, je crois pas que ce soit un manque de courage, je crois que c'est de l'empathie en fait. Le premier mot que tu as dit, c'est pas en voyant la difficulté, c'est tu as dit en voyant la souffrance de ma fille et ben, tu m'as beaucoup touchée en fait parce que voilà, on m'aurait dit à ma deuxième grossesse alors que mon enfant le premier va très bien, il y a cette maladie, je me serais dit tant pis, je le garde. Avec ce que tu as vécu voilà, c'est très touchant ce que tu as dit. C'est pas de l'égoïsme, je crois plutôt que c'est de l'empathie en fait. Parce que quoi qu'il arrive, handicapé ou pas handicapé, tu vas l'aimer, peu importe ce qui va se passer. Bien sûr. Mais quand tu vois tout ce et encore, moi, Meryl, elle est lourdement handicapée, mais alors je sais que c'est très paradoxal ce que je veux dire, mais elle est en bonne santé. Ça veut dire que c'est pas une petite fille qui vit avec une intubation. Enfin, elle a une gastrostomie quand même. Hein. Enfin, bref. Mais tu vois, je suis pas tous les 4 matins chez le médecin, mais les 10 premières années de sa vie, enfin, on était tout le temps à l'hôpital, quoi. Un enfant qui fait 60 crises d'épilepsie par jour. Un enfant qui vit avec une trachéotomie, enfin, pourquoi en fait? Pourquoi lui infliger ça? Bien sûr que tu vas l'aimer plus que tout, mais tu t'as pas envie de voir les personnes que t'aimes le plus au monde souffrir parce que tu t'es dit je me sens pas capable d'avorter, c'est trop dur. Et puis alors, dans ta petite histoire, finalement, 10 ans se passent, 8 ans, je sais pas, et voilà, je redeviens une femme, je sors en boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Non. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben moi très maman, donc très avec mes filles et tout ça. Et puis j'ai une copine qui m'a dit fais du sport, sors, ça va te faire du bien. Parce que comme je suis aidante, je suis à la maison parce que c'est compliqué d'avoir un employeur quand tu dis aujourd'hui je suis là, mais demain je sais pas, je peux commencer qu'à 10h, mais à 16h faut que je sois chez moi. C'est compliqué, donc elle me disait tout le temps vas-y fais du sport, tu vas voir, ça va te faire du bien. C'était une période où je me sentais pas super et tout. Je me suis inscrite à la salle de sport, et du coup je suis devenue très sportive à cette période-là. Et puis bah j'ai rencontré quelqu'un, puis je suis tombée enceinte, donc je lui ai dit. Lui, il a pas désiré être père. Moi, j'avais très envie d'avoir ce bébé, donc je sais que pour plein de gens, ils vont dire oh mon Dieu, qu'elle est égoïste. Elle a gardé le bébé, elle n'en voulait pas. Les gens, ils disent beaucoup de choses. C'est très facile de juger quand on porte pas les baskets de l'autre. Oui. Et puis j'ai envie de dire, moi je dis toujours que un enfant, bah c'est quelque chose qu'on regrette jamais, quoi qu'il arrive. Un enfant, c'est tellement beau. Il y a des mamans qui arrivent même pas à avoir d'enfants. Et à partir du moment où tu penses l'assumer, je vois pas où est le problème en fait. Après, aujourd'hui, maintenant que c'est un petit garçon, mon fils est là. Je me dis, je suis pas pressée d'être à la période où il va me demander pourquoi lui il a pas de papa. Ça, c'est quelque chose qui me fait de la peine pour lui. Moi, personnellement, enfin, je le vis très bien. Enfin, je suis très heureuse de mon fils. Il est parfait, il est gentil, il est drôle, il dort pas, mais ça, un jour, ça pourrait se régler. Un jour, il me demandera ça, et ça va être compliqué parce que j'ai pas envie qu'il ait de la peine, en fait. Oui, mais tu es pas une maman. Tu sais, il y a des mamans qui vont rester sur ce sujet. Elles vont comme laisser planer un secret. J'imagine que tu lui diras la vérité. Quand il y a un torchon mis sur un secret, quand on cache quelque chose, c'est là où l'enfant il a un mal-être. Alors oui, les gens ils jugent parce que parfois oui, elle a gardé un enfant alors qu'elle vit seule, alors que parfois il y a des parents, ils sont tous les deux ensemble et c'est vraiment pas l'exemple du bonheur pour les enfants, pas du tout. Je pense qu'à partir du moment où il y a de l'amour, à partir du moment où tu es là pour répondre à leurs questions et tu es là pour eux, je vois pas où est le problème. En tout cas, ton petit bonhomme, il a l'air d'aller bien. Bah oui, non, franchement, il va très très bien. Nous, on le vit bien. Bon, alors après, je sais que c'est très atypique la façon dont je vis avec mes enfants, mais on est une famille
heureuse. C'est pas tous les jours facile, ce serait mentir, c'est pas facile. C'est beaucoup d'abnégation quand même, hein. Tu sacrifies beaucoup de choses, hein. Ne serait-ce que le handicap, parce que finalement, c'est le handicap où tu es obligé de sacrifier plein de choses. Parce que quand tu as des enfants en bonne santé, ils vont à l'école, tu as une vie professionnelle normale, même si tu es toute seule. Mais c'est vrai que là, tout cumulé, je vais pas mentir, c'est pas facile, mais je suis heureuse en fait avec mes enfants. C'est beau comme petit mot de la fin. En tout cas, ce que ça traduit, beaucoup d'amour dans ton foyer, c'est beau. Maman courageuse, parce que quand même, bravo, hein, c'est impressionnant. Il y a des mamans parfois qui sont débordées juste avec un petit bébé. Quand on voit ce que tu vis, moi je te dis bravo, c'est trop beau. Mais là, il va y avoir bientôt 10 ans qui vont passer. Tu comptes refaire un bébé? Ah non, bah, de toute façon, je pense que biologiquement, c'est compliqué. Petite blague en passant. En tout cas, ce que ça traduit, c'est que malgré tout, on est des mamans, nous sommes des mamans comblées, nous sommes des mamans. Alors, il y en a qui sont moins comblées, il y en a pour qui c'est plus dur d'être maman, on est toutes différentes. Hein. Mais en tout cas, je vois que tu ressens, tu te sens comblée par l'amour de tes enfants, par ce petit noyau que tu as construit. Mais le fait d'avoir eu plusieurs grossesses et d'avoir réessayé, continué à garder tes enfants, à un moment donné, le manque d'être une femme, on en a besoin d'une épaule, un amour, un homme, quelqu'un à qui parler, à qui se confier. C'est dur d'être seule, que ça soit dans la joie ou dans la difficulté, mais encore plus certainement dans la difficulté. C'est à deux, c'est quand même plus facile. Bah franchement, c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit que j'aurais aimé être avec quelqu'un. Maintenant, je me le dis plus. Je pense que j'ai un peu fait Le deuil. Ça m'intéresse plus en fait. Et puis de toute façon, j'ai pas le temps. Malheureusement, je pense que quand arrive un enfant qui est en situation de maladie, de handicap lourd, je pense que c'est tellement violent comme annonce, comme changement, que je pense qu'il n'y a pas énormément de couples qui résistent à ça. Et après, je pense que du fait d'avoir une fille handicapée, rencontrer quelqu'un qui te prenne avec tout ce que ça implique, ouais, comme responsabilité. Et puis, je fais toujours passer mes enfants en priorité. Et puis, je peux pas la faire garder. Des fois, on me dit, bah, si tu veux, je connais un tel qui garde les enfants, la fille de machin. Je vais pas faire garder, c'est une trop grosse responsabilité, en fait. Si elle fait une crise d'épilepsie et puis qu'il se passe un malheur, ce sera pas de la faute de la personne, évidemment. Toi, tu te sentiras culpabilisée, responsable. J'ai envie de te dire, en tant que maman, moi, pareil, je laisse pas mes enfants à n'importe qui, en fait. Mais encore plus dans cette situation-là. Aujourd'hui, je t'entends et je comprends et je te souhaite quand même, on sait jamais, hein, tu passes sur Internet, je te souhaite le bonheur parce que je pense que, j'espère en tout cas que ça existe. Il y a peut-être un homme quelque part qui peut te prendre avec le package. On sait jamais, je fais un appel pour toi. On sait jamais. Moi, je crois en l'amour. Je crois en l'amour et ses vertus. Je crois que je suis trop perchée, tu sais, je suis trop spéciale, je crois. Je crois plutôt que tu as pas rencontré la bonne personne, c'est pas la même chose. Pour moi, tu as tout d'admiratif en fait. Dans ce que tu viens de me raconter aujourd'hui, je suis plus admirative. Après, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, elle a fait ci ou ça, elle l'a pas fait. Les gens adorent critiquer. Tu verras bien que sur Internet, il y en aura, hein, ils adorent ça. Ça me glisse dessus comme sur des plumes de canard. Un petit mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à ton parcours pour donner un peu de courage à d'autres? Parce que je te vois malgré tout, et j'imagine qu'il y a des moments où tu pleures, j'imagine qu'il y a des moments de ras-le-bol, j'imagine. Mais quand même, à travers ton image, à travers ton sourire, à travers tout ce que tu nous racontes, tu transmets quelque chose de waouh, quoi. Tu transmets une boule d'amour et presque de bonheur. Comment tu pourrais aider quelqu'un qui a des difficultés? Quel est ton mot magique ou ta formule magique qui fait que tu arrives à avancer au quotidien? C'est marrant que tu me dises ça parce que quand Meryl, ma fille aînée, était malade, elle était toute petite, elle avait 3 mois, donc elle était hospitalisée, c'était le début de la maladie. Dans la même chambre que nous, il y avait une dame, et pareil, sa fille, elle était en situation de polyhandicap et elle était hospitalisée. Et la dame, qui était mal, elle pleurait forcément, et elle m'a dit que son mari n'acceptait pas du tout le handicap et la maladie de sa fille. Et moi, ça m'a fait de la peine, en fait. Je me suis dit, bah, comment ne pas accepter son propre enfant? Je sais que c'est dur. J'ai une grand-mère qui me disait tout le temps, dans la vie, faut toujours regarder en dessous, jamais au-dessus. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement pire que moi. Moi, j'ai de la chance. Ma fille, là, elle est soignée, elle est à l'hôpital. Il y a des pays où, malheureusement, l'espérance de vie, il y en a pas. Parce qu'il y a pas de soins, il y a rien. Et en fait, c'est mon leitmotiv. Quand vraiment ça va pas, je me dis, il y a pire, il y a pire, il y a pire tout le temps. Et je me dis, accepte ce qui vient. Aujourd'hui, ça va pas et demain, ça ira mieux, quoi. Parce que si on commence enfin, moi, je me dis ça, en tout cas. C'est comme ça que je le vis. Quand ça va mal, j'accepte d'aller mal. J'accepte que je sois pas en forme. J'accepte de pas être au top. Et puis, carpe diem, à chaque jour suffit sa peine.
Je prends les jours comme ils viennent, en fait. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé à traverser ces 18 années. En toi, on sent que tu puises une force quelque part. Je sais pas où, mais voilà. Après, loin de nous de faire culpabiliser une maman qui arrive pas parce que c'est terrible. Ah non, et puis attention, hein, chaque handicap est différent. Hein. Enfin, moi, j'ai fait le choix d'être à la maison et après, je respecte complètement et je comprends des parents qui ont envie de continuer à vivre le plus normalement possible en étant en extérieur. Moi, je veux juste pas gaspiller de temps, on va dire entre guillemets, avec ma fille, mais c'est propre à chacun. Moi, j'entends que des parents qui ont des enfants où c'est très très lourd ou qui crient beaucoup ou que c'est très médicalisé, ils aient besoin de souffler, qui mettent leurs enfants, mais c'est totalement entendable. Hein. Ben c'est ton petite histoire qui nous donne un petit peu ta petite recette à toi et qui donne envie d'essayer ou d'avancer. On a tous nos façons d'avancer différemment et merci en tout cas, c'était beau, touchant et Oh bah merci. Alors il y en a ils vont dire c'est un cassos parce qu'elle a plein d'enfants et qu'elle a plein de papas parce que les gens ils adorent critiquer. Moi je dirais que waouh, c'est une maman courage extraordinaire et que pour moi t'es waouh, voilà. Petit mot de la fin, t'es waouh, bravo et merci. Bah merci à toi. Et puis on se revoit dans 10 ans pour le prochain bébé, on en reparlera. Hein. Non, je rigole. Merci. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, donnez vos impressions, donnez votre avis, toujours dans la bienveillance et la gentillesse, bien sûr. Hein. Cliquez sur la petite cloche, le petit bonhomme bleu. Et merci.